Bonjour et bienvenue sur Gameplon pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler cette fois-ci de Dune, le jeu de rôle, l'aventure dans l'Imperium. Alors Dune arrive sur Gameplon tout auréolé de ses récompenses à la Gen Con, bien méritées comme nous allons pouvoir le voir à travers ce feuilletage express. Alors évidemment Dune c'est un univers foisonnant, c'est un univers qui se décline en de nombreux tomes. Il a donc fallu pour les auteurs se positionner dans le temps, dans la ligne chronologique de Dune, et nous allons voir ce qu'ils ont décidé. Alors ici c'est un jeu d'Arcane Asylum en français, mais c'est du Modiphius, donc c'est le système 2D20, comme celui de Conan par exemple. Nous allons jeter un petit coup d'œil au système sans rentrer dans les détails, parce qu'il s'agit ici de jeter un œil à l'ouvrage dans son ensemble et non pas faire un décryptage des règles. Peut-être plus tard on le fera, mais pour l'instant on va plutôt s'attarder sur l'ensemble. Alors moi j'aime beaucoup déjà la cosmétique choisie, les illustrations sont absolument magnifiques. Le travail effectué sur la maquette, c'est du grand art. Franchement, bon, après c'est très subjectif évidemment, mais moi j'aime beaucoup. Alors avec cette image là, avec les Fremen dans le désert de Dune, avec le verre qui émerge du sable, je trouve ça absolument génial. À l'intérieur, vous avez plein de petites citations issues des ouvrages et surtout des citations de la princesse Irulan qui sert même chez Herbert un petit peu de fil rouge dans l'historique. Là, vous avez une petite explication, voilà, de l'univers de Dune. Alors, personnellement, on va y venir, peut-être que je vais en reparler, mais pour moi, c'est un jeu qui s'adresse essentiellement à des fans, hein, parce que l'univers de Dune est assez complexe, et vous allez voir qu'ici, il est déjà décrypté à la base, on rentre dans les détails, etc. Donc, si vous ne connaissez pas Dune, au moins le meneur de jeu, quoi. Si le meneur de jeu ne connaît pas Dune, il me semble très très difficile de pouvoir commencer à s'aventurer dans l'univers de Frank Herbert. Le système de D20, un petit système. Alors, il y en a beaucoup qui trouvent le système de D20 très compliqué. Personnellement, moi, je ne trouve pas ça très compliqué. Enfin bon, vous allez en décider, je vais vous en parler. Là, vous avez l'aperçu du livre de base. Vous voyez qu'il est assez costaud. Alors, ce qui est bien, c'est que Arcane Asylum et bon, Modiphius, puisque c'est qu'une traduction, hein, franchement, c'est exactement le même ouvrage que la version originale. A décidé de vous donner un tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 40 bouquins pour commencer à jouer dans Dune. Alors évidemment, vous allez voir que depuis il est sorti une extension, je vais vous en parler dans pas longtemps d'ailleurs, mais franchement avec ce bouquin vous pouvez jouer, quoi. C'est un peu comme Fallout, hein, voilà. Donc qu'est-ce que Dune, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, l'univers de Dune. Donc on vous parle de l'univers de Dune, qui est un univers de science-fiction très particulier, puisqu'il est très métaphysique. Il y a beaucoup de questionnements quand on voit les films, que ce soit le film de David Lynch, que ce soit la série de télévision qui était passée il y a quelques années, ou que ce soit même le film, le premier tome de Gilles Villeneuve. Il y a beaucoup d'interrogations. On peut se demander, mais si on n'a pas lu les bouquins, comment ça se fait qu'ils n'utilisent pas des lasers, ils se battent tous avec des couteaux comme au Moyen-Âge. Ici, il vous explique cela, et ça, c'est top. La manière dont il vous explique cela, la manière dont il vous amène l'historique, la manière dont il décide de ne plus utiliser d'armes laser, de la manière dont il décide de ne plus utiliser les intelligences artificielles, tout est décrit dans l'historique qui figure dans ce livre. Là, vous avez les périodes de jeu. Donc, vous pouvez jouer dans n'importe quelle période de jeu, mais il faut savoir il a fallu faire un choix, forcément. Et le choix a été fait dans les premiers scénarios, dans les premières campagnes, de décider que c'est la période où les Harkonnen sont encore maîtres de Dune, que les Atreides sont encore sur leur planète. Voilà, c'est une petite période charnière. Voilà. Mais rien ne vous empêche ici de jouer la période qui vous intéresse, à la condition évidemment de s'y connaître un peu. Là vous avez les romans relatifs à l'époque, vous voyez qu'il y en a quand même une tripotée, parce qu'il n'y a pas que Frank Herbert qui a écrit sur Dune, hein. Il y a aussi ses héritiers, il y a aussi Kevin J. Anderson qui a écrit pas mal dessus, l'excellent Kevin J. Anderson, moi j'aime beaucoup, voilà.
Donc là, vous avez un exemple de partie, bon, un exemple de partie de jeu de rôle, hein, on ne va pas y revenir. L'univers connu. Et là, vous avez l'histoire de l'humanité. Alors, et c'est là que vous allez avoir les clés. Les clés pour justifier à vos joueurs, si vous êtes maître de jeu, parce que bon, les joueurs peuvent le lire, mais vous savez comment c'est, ces joueurs c'est fainéant, ils ne vont pas le faire. Hein. Maître de jeu, vous pouvez déjà expliquer à vos joueurs que s'ils ne connaissent pas Dune, s'ils n'ont pas lu Dune, pourquoi je ne peux pas lui tirer dessus, etc. Qu'est-ce qu'un bouclier? Voilà, vous avez tout. L'expansion, le temps des titans, là vous avez tout l'historique, fait d'une manière assez synthétique et vraiment franchement super bien traduite. Franchement, je l'ai dit aux personnes, quand je lisais ce livre, je l'ai dit à mes amis et j'ai dit mais j'ai jamais lu un truc aussi bien foutu au niveau de la traduction, quoi. Je veux dire, alors c'est sûr que le support devait être excellent, mais franchement c'est un régal. Les grandes compagnies, alors les lasers, les boucliers, la grande convention, voilà. Donc en fait, dans Dune, si vous voulez en savoir plus, vous lirez le bouquin. Hein. Dans Dune, on évite d'utiliser les lasers parce qu'ils ont des réactions atomiques vis-à-vis des gens qui portent des boucliers et ça peut créer des gros problèmes. C'est une convention un peu comme une convention de Genève qui a été faite entre les différentes compagnies et les différentes composantes de la galaxie, qui fait qu'on n'utilise pas normalement les lasers, ou alors dans des conditions très exceptionnelles, tout comme on n'utilise pas les armes atomiques, etc. Donc la plupart ce qui fait que la martialité, les arts martiaux, tout ce qui est en rapport avec la discipline corporelle, etc. est très important dans Dune, parce que les combats deviennent des espèces de combats de corps à corps nobiliaires un petit peu. Hein. Les gens apprennent à se servir de leur corps, mais aussi de leur pouvoir pour pouvoir livrer des duels et se battre au corps à corps de manière très noble. Au moins, comme on reconnaît. Alors voilà, l'apparition d'un nouvel ordre, l'Imperium aujourd'hui. Alors là, vous avez la chronologie de l'histoire humaine. Alors, on reste dans cette espèce de choix cosmétiques blanc sur noir, etc. Moi, ça me pète les yeux. Hein. Je vous avouer que c'est pareil dans Alien, etc. Bon, toute la gamme Arkham Asylum a des maquettes fantastiques, mais ils n'ont aucune pitié pour les yeux qui ont dépassé les 50 ans d'existence et le demi-siècle, je dirais dire. Le tour d'horizon de l'Imperium. Alors là, c'est synthétisé. Hein. Je vois d'ici les puristes de Dune, oui, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Non, mais là c'est synthétisé. Vous avez le Lanchrad, la grande convention. Vous avez la guilde spatiale, qui est très importante, puisque sans la guilde spatiale, le voyage entre les différents systèmes est impossible, ou dure des centaines d'années. Donc quelqu'un qui n'est pas pote avec la guilde spatiale, il est déjà cuit au niveau militaire et au niveau économique. Le CHOM, voilà, comment on pourrait dire, le CHOM, c'est un peu... actuellement, le marché mondial, c'est une espèce de convention, c'est un consortium de planètes qui sont mis sur des accords commerciaux, etc. Mais ces accords commerciaux, évidemment, dérivent sur des systèmes diplomatiques, d'intrigues, etc. Donc vous pouvez jouer à Dune comme vous pouvez jouer à Babylone 5, par exemple. Les fameux Sardaukar, l'arme d'élite de l'empereur qui sont, on les voit bien dans le film de Villeneuve, on voit moins leur importance dans le film de Lynch, mais les Sardaukar impériaux, c'est grâce à ça que l'Empire tient debout. La vie au sein de l'Impériole, la maison impériale, les maisons nobles. Alors là, c'est décliné et c'est très important parce que vous avez les maisons nobles et vous allez incarner des personnages issus d'une maison noble que les joueurs vont créer de manière collégiale. Ils vont inventer une maison noble. Ça, c'est absolument une super idée. Les technologies, transport, etc. Vous avez les grandes écoles, le Bene Gesserit, évidemment, c'est cet ordre mystique qui est composé que de femmes, les mantas, qui sont utilisés un peu comme des ordinateurs, parce que les ordinateurs sont l'IA est interdite, mais ils ont trouvé une solution. Ils ont transformé certaines personnes en ordinateurs charnels. Voilà. L'école SUC, c'est la médecine, les maîtres d'armes, le catholicisme orange,
Alors c'est une sorte de Bible catholique modifiée, etc. Bon, c'est mélangé. Alors chez Herbert, il y a un mélange. Il y a un mélange entre l'islamisme, le bouddhisme, le catholicisme. Il y a un brassage. C'est un régal d'ailleurs quand on lit le livre de retrouver les petites allusions, etc. Donc c'est très arabisant en même temps. Hein. Et ça avait été effacé un peu dans le premier film, mais on le retrouve dans Villeneuve, hein, le côté arabisant, et on le voit vraiment aussi dans la série télé. Voilà, les autres religions, les préceptes, le lance-rade. Voilà. Alors lance-rade, c'est un petit peu l'Empire, en gros, hein, avec son système de caste, de faux-freluches, les maisons nobles. Les maisons de l'Imperium, alors là, vous avez uniquement quelques exemples. Les Corino, c'est la maison de l'Empereur. La maison Harkonnen, hein, c'est les big méchants. La maison Atranide, c'est les big gentils. Et ensuite, vous avez d'autres X-Texax, qui sont des maisons un peu plus, comment dire, subtiles, ce serait un peu péjoratif de dire ça, mais c'est des maisons qui sont un petit peu plus, disons, difficiles à décrypter. Le CHOM, les actionnaires et les actions. Alors le CHOM, c'est Wall Street, c'est la banque de Tokyo, c'est la City. Et c'est un peu, le CHOM est obligé de composer évidemment avec la guilde, puisque sans guilde spatiale, il n'y a pas possibilité de commerce entre les galaxies et entre les systèmes planétaires. La suprématie du mélange, le mélange chez les épices. Là, la guilde spatiale est décrite. Voilà, l'épice, la mutation, la préscience. Alors, vous avez vu à travers différentes phases, disons, d'imagerie de Dune, les différents aspects qu'on a pu donner aux personnages qui maîtrisent l'épice, etc., les mutants. Bon, moi, personnellement, j'avais mon propre imaginaire, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Mais il faut savoir que c'est des mutants, voilà. Mais ils travaillent pour la guilde spatiale, il y a aussi des gens tout à fait normaux qui bossent. L'ordre des Manta, devenir un Manta, etc. Parce que vous pouvez jouer à Manta, hein, rien ne vous empêche de jouer à Manta. Mais alors, franchement, je conseillerais plutôt aux joueurs qui connaissent bien l'univers de choisir d'interpréter des factions. On va voir, c'est un peu particulier, que vous soyez Manta, Bene Gesserit, etc. Où déjà il y a une structure à l'intérieur qui est assez complexe, il faut maîtriser un petit peu. C'est autorisé, un médecin suc aussi, et bon, un Bene Tegleax, les danseurs du visage qui sont des danseurs du visage qui sont des assassins, les maîtres d'armes. Alors tout ça, c'est des factions qui ne sont pas comprises dans le Langstad, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu à part. Donc si vous créez votre maison noble, il y en aura, vous pouvez interpréter un personnage du Bene Gesserit, mais il ne fera pas vraiment partie de la maison noble. Il sera intégré dans la maison noble, mais il fera partie de la faction des Bene Gesserit. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux. Voilà. Les planètes de l'Imperium. Alors là, c'est un peu ambitieux. Hein. C'est les planètes. Non, pas du tout. Il y a quelques planètes décrites ici. Vous avez Arrakis. Voilà. Les villes d'Arrakis, évidemment, on s'attarde plus sur Arrakis, hein, forcément. Dune est vraiment le centre de l'univers de Dune. La politique sur Arrakis, les Fremen, on vous parle des Fremen, vous pouvez interpréter un Fremen, là aussi c'est en faction. La religion Fremen, Caladan, la planète des Atreides, voilà. Gaidi Primé, la planète des Harkonnen. Là, vous avez Junction. Alors, Junction, c'est la planète, on n'en sait pas grand-chose, hein, c'est la planète, le siège social, disons, on pourrait dire ça, de la XRL Guilde Spatiale. Kaiten, c'est la planète de l'Empire. Et vous avez ensuite d'autres planètes qu'on connaît un petit peu moins. Voilà. Poritrine, Richez, Seluga Sumundus, Teclax, Valax 9. Vous avez quelques planètes quand même. Voilà. Mais bon, c'est vraiment minime. Créer sa maison. Là, on a passé la partie encyclopédique, on s'attarde à la partie création de personnages. Alors la première chose à faire, c'est créer d'abord la maison. Alors là, vous allez voir que ici, ils expliquent que la maison, vous pouvez faire une maison naissante, une maison mineure, une maison majeure ou une grande maison. Ils vous conseillent de faire une maison naissante ou une maison mineure, évidemment, c'est plus simple à gérer. Mais vous n'allez pas jouer des personnages clés de cette maison, vous allez placer le personnage secondaire. Et le but des personnages est aussi de grimper au sein de cette maison pour devenir quelqu'un de plus important.
Alors, vous allez choisir, pour créer une type de maison, vous allez voir que c'est assez libre en fait. Hein. Vous allez un domaine, vous allez choisir un domaine de départ, et en fonction de la maison que vous allez choisir, vous allez pouvoir plusieurs domaines. Par exemple, si vous choisissez une maison descente, vous allez prendre juste un domaine secondaire. Si vous prenez une maison mineure, comme on vous le conseille, c'est un domaine primaire et un domaine secondaire. La maison majeure, c'est un domaine primaire et un domaine secondaire, etc. Voilà. Ici, les secteurs de pointe. Alors, par souci de simplicité, ils ont groupé les domaines, les différents domaines, en secteurs de pointe. C'est-à-dire que vous allez choisir un domaine à partir de là. Par exemple, vous pouvez choisir votre maison excelle dans la formation ou la gestion des spécialistes. Par exemple, machines, etc. Et là, vous avez tous les domaines qui sont cryptés. Dans l'agriculture, dans l'armée, dans les arts, dans l'espionnage, l'industrie, le CANLI. CANLI, c'est l'assassinat. Hein. La politique, la religion, la science, le monde d'origine, hein, vous allez choisir le monde d'origine, des barrières et des armoires, parce qu'il en faut pour se la péter un peu, et les traits de la maison. Alors vous allez voir que les personnages ont des traits, mais aussi la maison a des traits. Donc ça, c'est des éléments qui servent dans le roleplay, qui vont vous amener des petits avantages. Ici, la maison Mollet dispose d'un seul domaine primaire, parce qu'il a choisi... à savoir sa poésie très appréciée. Elle possède donc le trait artistique, voilà, comme pour celui-ci. Donc elle a choisi le trait artistique. Comme elle dissimule les camps d'entraînement et ses assassins et qu'elle cherche à en faire un nom, le groupe décide qu'elle intrigue depuis déjà quelque temps. Son trait de réputation devient alors secrète. Les rôles. Voilà. Alors, les personnages vont choisir des rôles. Mais ils ne seront pas, normalement, vous pouvez le faire, mais ils ne seront pas les rôles les plus importants. Et il définit, il structure ici, il vous explique la structure de la future maison que vous allez créer. Il faut un seigneur, il faut un consort ou une consort, il faut un héritier, un argentier, un chambellan, un connétable, un conseiller, un érudit, le maître espion, le maître d'armes, le maître de guerre, le premier médecin. Et à chaque fois, vous avez quels sont ses droits et responsabilités au sein de la maison. Les ennemis, là vous allez tirer les ennemis. En fonction de la maison que vous allez tirer, vous allez avoir des ennemis. Si vous tirez une maison naissante, vous n'avez pas d'ennemis. Par contre, vous tirez une maison mineure, vous avez une maison mineure comme ennemi. Là, vous allez faire des jets de D20 qui vont vous permettre de voir le niveau de haine qu'ils ont envers vous. Pourquoi ? Voilà. Créer son personnage, une fois que vous avez déterminé la maison, chaque joueur va créer son personnage. L'essentiel, c'est de trouver un truc, un ensemble qui soit plutôt harmonieux. Vous n'allez pas créer chacun un personnage identique. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes l'héritier, vous êtes le conseiller, vous êtes un agent du Bene Gesserit, vous êtes un maître d'armes, un docteur, un contrebandier, l'officier. Voilà, et vous avez deux façons de créer. Alors, vous avez la création complète, c'est-à-dire la création qu'ils appellent la création organisée, qui vous permet de créer le personnage de A à Z dès le début. Vous pouvez aussi démarrer en douceur en créant votre personnage à travers les séances de jeu. C'est-à-dire que le personnage, vous allez lui amener des traits, des talents, etc. au fur et à mesure que vous jouez. Voilà. Donc un personnage, il a des traits personnels, il a des compétences, il a des spécialisations. Voilà. Il a des principes. Je vais vous parler vite fait. Alors les principes, vous avez devoir, domination, foi, justice, vérité. Voilà. On peut revenir un petit peu en arrière, hein, si vous voulez savoir les compétences. Vous avez l'analyse, vous avez le combat, vous avez la discipline, la mobilité et la rhétorique. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Vous allez voir que la feuille de perso est très simple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez choisir une ambition, pourquoi, comment, etc. Le concept, alors... Là, vous avez le résumé de la création. Alors, vous avez, première étape, le concept. Alors là, vous discutez avec le meneur de jeu et vos amis, oui, quoi, où, quand, comment, qui suis-je, etc. On est plus dans la réflexion. Vous allez choisir un archétype. L'archétype va vous donner un trait qui est associé. Vous allez le noter sur la feuille. Voilà. Ensuite, vous allez choisir des compétences avec des limitations, c'est-à-dire que vous allez choisir une compétence primaire, que vous allez et 6, vous allez mettre 6, la compétence secondaire qui sera 5, les autres seront 4. Vous allez choisir des spécialisations que vous attribuez à des compétences. Vous allez choisir ensuite des talents,
Voilà. Alors les talents, ça va vous amener en jeu des capacités particulières. Vous allez choisir ensuite des principes et maximes. Alors les principes, ça vous cherche dans le jeu, et les maximes, vous allez attribuer à ces principes. Ensuite, vous allez choisir des atouts. Alors les atouts, ça peut être tangible, un équipement, etc. Ça peut être intangible, un contact, etc. Voilà. Et les touches finales, trait, ambition, trait supplémentaire, ambition, etc. C'est très très bien fait. Là, vous avez les concepts, c'est-à-dire les personnages qui sont hors maison noble, mais qui jouent dans une maison noble. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà, alors là, vous avez les traits supplémentaires, les archétypes suggérés. Donc ça fait, en fait, c'est un personnage qui a deux aspects. Il a l'aspect de sa maison, l'aspect aussi de son archétype que vous allez voir qui suit ici, mais aussi des caractéristiques en plus. Par exemple, le manta, il va choisir un archétype, mais il a des traits supplémentaires. Il a des talents qui sont imposés. Il ne pourra pas choisir ce qu'il veut. Ici, vous avez les archétypes. Vous avez, hop, ici, un résumé des archétypes. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, évidemment, hein. Voilà, et là, vous avez exactement le guide qui va vous permettre de... Je choisis, par exemple, un guerrier. Le trait, c'est guerrier, tout simplement. La compétence primaire, c'est le combat. La compétence secondaire, c'est la discipline. Donc, vous êtes obligé de mettre 6 en combat et 5 en discipline. Les autres, vous mettez 4. Les spécialisations, combat déloyal, arme longue. Alors, combat déloyal, arme longue, ça va vous amener des bonus, on va y revenir. Talent, pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. C'est expliquer ce que c'est plus loin. Les principes, les guerriers s'appuient fréquemment sur leur aptitude, leur capacité et mettent donc en avant la domination. Voilà, donc choisissez en principe principal la domination. Voilà, vous avez les épigones, les adeptes, et à chaque fois vous avez plusieurs archétypes dedans. Hein. Les mondains, les compétences, les spécialisations. Là, vous choisissez les talents. Voilà, en fonction du talent. Alors là, c'est une petite erreur, hein. La table elle doit être là, bon, il y a une petite erreur. Hein. Donc en fonction des talents, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, vous allez choisir un talent au début, vous allez voir qu'il y en a une tonne. Les principes, les atouts, voilà, encore des atouts, donc équipement, etc., comme je vous disais, la taille, l'échelle, bon, tout ce qui est physique, les touches finales, le trait, l'ambition. Là, vous avez un exemple. Ouais, la fiche de perso est vraiment très simple. Alors là, si on revient par ce qu'on a fait, vous avez qu'ici, vous avez les principes et les compétences. Il a choisi ici, voilà, puisque combat 6, commandant 5 guerriers, discipline 5. Alors vous avez des possibilités de grimper ensuite, hein. Là vous voyez que ça a été optimisé. Donc mobilité 6, rhétorique 6, analyse 5. Et ensuite il a attribué des spécialisations, ici, lame courte, discrétion, et diplomatie, inspiration. Au-dessus, vous avez les principes et la maxime qu'il a attribué. Les talents sont ici, les atouts sont ici, et un petit résumé du concept du personnage. Là, vous avez la liste des talents. Voilà. Voilà, en fonction du jeu. Créer son personnage en jeu, là, c'est comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus simple, vous voyez. Les personnages secondaires, alors vous pouvez interpréter collégialement des personnages secondaires qui peuvent servir dans les intrigues, etc. Alors vous pouvez créer un personnage secondaire mineur ou un personnage secondaire un peu plus important. Un personnage secondaire mineur, un trait, des principes, compétences, spécialisations et talents. Et un personnage notable ici, vous voyez, qui dispose de plus de compétences, etc. Il est un peu plus gonflé. La progression des compétences en fonction du système d'expérience. Alors en fonction d'une aventure, vous pouvez obtenir des points de progression, ils appellent ça des points de progression, adversité, douleur, échec. Même quand on échoue, on peut avoir des points de progression. Les règles. Alors les scènes et les traits, etc., les tests de compétences. Alors le test, c'est assez simple. Moi, franchement, je trouve que c'est assez simple. Vous ajoutez, vous voulez faire une action, donc vous dites que vous allez faire une action, vous testez votre analyse, vous allez essayer de faire ça. Le meneur de jeu, ils disent, bon, il va falloir que tu fasses un test analyse. Tu rajoutes un principe, un de tes principes que tu penses qui est en adéquation avec l'action que tu veux faire, tu les ajoutes, donc tu ajoutes ton analyse, ta compétence, et c'est le seuil de difficulté. Voilà, tout simplement. Tu lances 2d20, et ça te permet le nombre de jets qui sont inférieurs ou égal au seuil de réussite,
est une réussite. Le meneur de jeu a fixé une difficulté qui peut aller de 0 à 5, 0 c'est pas peine de tester, qui va de 0 à 5. Si tu fais 2 réussites et que la difficulté est de 1, tu réussis l'action. Et si la difficulté est de 2, tu réussis l'action aussi. Voilà, tout simplement comme ça. Alors vous voyez, facile c'est difficulté 0, moyenne 1, difficulté 2, ça peut aller jusqu'à 5 évidemment. Alors il est difficile de savoir comment utiliser, comment arriver à avoir 5 réussites avec 2 des 20. Vous allez me dire, ouais, mais c'est logique. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle les impulsions. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire des impulsions, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire des jets qui sont supérieurs au seuil de réussite, vous allez créer une petite réserve d'impulsions qui ne peut pas être supérieure à 6, et vous allez pouvoir utiliser ces impulsions pour rajouter des dés, par exemple. Il y a aussi certains talents qui vous permettent de rajouter des dés. Voilà. Par exemple, la joueuse de Cara et le meneur de jeu déterminent que le test pour convaincre le marchand d'accepter un accord utilise un rhétorique. Plus devoir que le principe, et que Cara peut appliquer sa spécialisation diplomatie. La difficulté devrait être égale à 2, mais le meneur de jeu la réduit à 1 en raison du test du trait honorable de Cara. Avec une valeur de 6 en rhétorique et de 7 en devoir, le joueur doit obtenir des résultats inférieurs ou égaux à 13, 6 plus 7. Chaque résultat inférieur ou égal à 6 contre 2 résultats, contre 2 réussites. Une spécialisation qui est en rapport avec la compétence et que vous faites un jet qui est en dessous de la compétence, ça vous rajoute une réussite en plus. Les 1 sont des critiques qui comptent aussi comme 2 réussites. Améliorer vos chances, l'impulsion, la menace, c'est-à-dire que vous pouvez donner des menaces qui sont les impulsions que vous donnez au meneur de jeu pour avoir des dés en plus, par exemple. Voilà. Alors la détermination, c'est en fonction de la maxime, comme je vous le bafouillais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fonction, si la maxime rentre en compte, elle peut servir à améliorer les chances de succès. Si la maxime du principe utilisée dans le cadre d'un test de compétence sous-entend l'action d'entreprise, vous pouvez dépenser un point de détermination avant ou après le lancer de dés. Dans le premier cas, vous considérez que l'un des données doit automatiquement un résultat de 1, donc 2 réussites au lieu de 1. L'impulsion répulse. Alors il y a un petit pôle commun, chacun peut puiser dessus, vous pouvez lui dépenser de suite ou l'épargner en sachant que on ne peut pas avoir plus de 6. Les complications, c'est quand vous faites 20, il peut y avoir des complications qui sont déterminées par le meneur de jeu qui vous mettent des bâtons dans les roues. La menace, c'est l'impulsion pour le meneur de jeu. La détermination, c'est, comme on disait, que la maxime correspond au principe utilisé. Opposition, ça c'est les oppositions, bon, on n'en revient pas. Les tâches étendues, c'est-à-dire sur plusieurs tours. Le conflit, le combat, la nature de conflit. Alors le principe, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous avez un système de round, vous lancez vos 2d20, voire plus. Vous comptez le nombre de réussites. En fonction de le bouclier de l'adversaire va vous enlever des réussites. Déplacer un atout. Alors les atouts, vous pouvez faire une attaque si on n'a pas un atout. On ne peut pas attaquer quelqu'un au couteau si on n'a pas de couteau, par exemple. Les atouts défensifs, surmonter un peu. Les duels. Alors vous avez même le positionnement. Alors, vous pouvez rentrer dans les détails, attention, mais vous n'êtes pas obligé. Action lors d'un duel, le déplacement, l'attaque, tout est géré. Les escarmouches, c'est un peu plus gros. C'est le combat que vous rencontrez peut-être le plus souvent. L'espionnage, qui est le conflit en discrétion. Voilà. La guerre, là vous avez dans l'échelle les plus grande, force armée et fortification, action lors d'une guerre, les attaques, là vous avez tout qui est géré pour pouvoir faire les combats de masse. L'intrigue, qui est aussi une forme de conflit. Voilà. Alors vous pouvez toujours créer des attaques, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que vous pouvez toujours créer des attaques et des atouts au fur et à mesure que vous jouez si vous avez une bonne idée. Là vous avez les atouts. Alors, vous avez les atouts tangibles et les atouts intangibles. Ils ont tous des qualités qui vont diminuer, augmenter le degré de difficulté ou de réussite du test. Les atouts personnels, laser, pistolet, tout ça, voilà. Bobine. Alors, atout, au début, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu
bizarre, mais c'est aussi l'équipement, les atouts de guerre, bouclier, parce que vous pouvez jouer à grand niveau, hein, il y a certains... L'ordinateur peut être un atout, par exemple, un atout de transport, c'est-à-dire j'utilise mon ordinateur pour faire cela, mais vous pouvez essayer de l'utiliser pour la reconnaissance ou le transport de troupes, etc. Ce sont des atouts. Artillerie, les atouts d'espionnage, il y a de l'équipement, il y a un peu de tout. Les atouts d'intrigue. Sans atouts, certaines actions sont impossibles, ou plus difficiles. Mener une partie, alors là on rentre dans le que fait un meneur de jeu, composer un scénario, écrire une aventure, organiser une partie, mener une partie, résolution des problèmes. Alors vous avez vraiment... C'est bien foutu, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, il détaille sans nous saouler. Alors là, par contre, on a constamment la gestion des niveaux de confort. Bon, ça maintenant c'est obligé. Réduire la maltraitance d'un joueur, le confort et le consentement. Bon, pourquoi pas, hein. Écrire des... Moi j'ai tendance à jouer avec des gens que je connais bien, mais si vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas, ça peut... C'est des petits conseils, enfin, pour moi c'est tellement naturel que, bon, ils ont décidé de l'écrire. Écrire des scénarios dans l'univers de Dune, représenter l'échelle galactique, etc. Bon, là vous avez tous les conseils, alliés adversaires, les personnages d'un joueur. Vous avez un décryptage de la maison Atreides avec les personnages, de Cléto. Vous pouvez même comparer vos caractéristiques avec, hein, donc voilà. Paul Atreides, Gurney Halleck, Tufra Watt, vous avez tous les personnages du premier livre en fait. Voilà. Du livre principal, je dirais. Faites Rota Dune. Maison impériale, Shadam 4, la princesse Irulan, Grande Mère Gaius Hélène Boyam, les Fremen. Comment créer des personnages joueurs? Là, vous avez des archétypes de personnages, agents de la guilde. Alors, le meneur de jeu peut les utiliser comme PNJ. C'est vraiment du clé, tout en main. Hein. Les joueurs peuvent à la limite jeter un œil dessus pour leur donner des idées de personnages. Le danseur visage, évidemment, on va peut-être éviter. L'émissaire, l'espion agent infiltré, carte soldat de maison, le guérisseur, le guerrier Fremen, marchand d'eau, Manta, natif d'Arcane, noble, révérend même, numéricérite. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Un Sardaukar, vous voyez les caractéristiques d'un Sardaukar. Le scientifique, les serviteurs, les techniciens, les maisons rivales. Mais oui, je veux glisser des maisons dans mon scénario. Et là, vous avez plein d'idées, plein de guides pour les maisons, les accroches scénaristiques partout. Voilà, vous créez, franchement, c'est vachement bien, quoi. Maisons agricoles, les moissonneurs de dunes, c'est le scénario. Hop, on va passer très vite. Voilà, vous avez quelques illustrations, vous voyez que c'est un scénario qui compte plusieurs actes, qui va vous permettre d'amener vos joueurs dans l'univers de Dune et vous-même vous imprégner de l'univers de Dune. Et là, vous avez les appendices, voilà, avec la maison, voilà. La fiche de personnage, la maison, la fiche de personnage, ça vient, les aides de jeu, des notes, et voilà, il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Voilà. Alors voilà, c'est une présentation assez rapide de Dune, le jeu de rôle officiel. Voilà, donc c'est moi franchement, je me suis régalé à lire ça. Bon, le système de D20, certains le trouvent un peu trop particulier. Certains de mes contacts disent même inutilement compliqué. Moi je trouve pas qu'il est si compliqué que ça, surtout que dans Dune il est un petit peu allégé, hein, disons-le, parce que le jeu est beaucoup plus orienté sur le côté intrigue, espionnage, etc. Bon, rien n'empêche, vous pouvez toujours faire de la baston dans Dune, hein, il n'y a pas de souci, mais l'avantage
de ce système de D20 ici dans Dune, c'est qu'il permet un échange entre le meneur de jeu et le joueur. C'est-à-dire que le meneur de jeu va imposer la compétence et c'est le joueur qui va argumenter pour utiliser un de ses principes et une de ses maximes. Et de là, il peut avoir différentes options qui vont se proposer pour résoudre l'action. Voilà. Et je trouve ça assez sympathique. Voilà. Donc c'était Dune, Aventure de l'Imperium, on en reparlera parce que franchement cette gamme me plaît beaucoup et elle est destinée à s'agrandir. D'ailleurs on vient de recevoir l'extension, enfin le premier supplément dont je vais vous parler bientôt. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager à vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne Guerrier Plan TV. À bientôt.